Allez, nous sommes de retour en plateau hein, pour engager nos débats ce matin. William, de retour par ici. Bonjour. Bonjour Franck, Tanguy. bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, ça commence par m'augréer hein, dans le rang des enseignants, un peu comme à chaque veille de la rentrée. Vous avez certainement suivi mon invité qui est passé par ici tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on va dire tactique traditionnelle ou bien réalité de conditions, Franck? Peut-être les deux, parce que quand vous les écoutez, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vivent en réalité. Et lorsque vous faites un tour dans les établissements au cours de l'année scolaire ou même pendant les vacances, vous échangez avec eux, ce n'est pas toujours la joie. Mais comme moi je l'ai dit, depuis que cette initiative des AME a été prise, je me dis que c'est une expérience qu'on est en train de faire certainement. Et que dans l'application, dans la mise en œuvre de cette initiative, nous allons corriger les imperfections. Et je crois que l'histoire est en train de me donner un peu raison, les faits me donnent un peu raison, puisque les conditions de départ de ces AME ne sont pas à la date d'aujourd'hui les mêmes qu'au départ. Il y a eu un peu d'avancée, un peu d'amélioration. Le gouvernement n'a pas fait la sourde oreille quant à leur cri de cœur parfois, parce qu'il y a eu quand même de bémol qui a été mis dans ce qui a été fait, même les sanctions qui ont été appliquées à ces personnes-là à un moment donné, on a revu les choses et je pense que c'est déjà bien pour le moral, c'est déjà bien pour ce corps-là qui va prendre demain les rênes. Hein. Je dis qu'il y a chaque année des départs à la retraite et donc ils évoluent à petits pas. C'est vrai que on ne peut pas se contenter de ça à condition, il faut toujours réclamer pour avoir un peu, c'est dans cette dynamique-là qu'ils sont certainement. William? Le système d'Aspirana était à un moment donné une anomalie pour le système éducatif béninois parce que à côté des agents permanents de l'État de l'époque, aujourd'hui fonctionnaires de l'État, et les agents contractuels de l'époque, aujourd'hui agents contractuels de droit public, vous allez voir qu'il y avait un statut nouveau qu'on a créé à des personnes qui avaient des contrats signés à l'Agence nationale de promotion de l'emploi, des gens qui étaient à une rémunération moindre que les autres, des gens qui étaient censés avoir des contrats annuels, des gens qui passaient le test, entraient dans la base de données et qui à un moment donné de la rentrée se voyaient sans classe attribuée, donc se demandaient s'ils percevraient et jusqu'à un moment donné, ils ne percevaient pas, donc ils se rendaient compte qu'ils venaient de perdre l'année. Des gens qui, rappelons-le, à la base, étaient partis pour être payés 9 mois sur 12 et c'était un grincement de dents terrible à l'époque parce qu'ils se demandaient ce qu'ils feraient de leurs vacances si toute l'année durant, ils sont restés dans un seul établissement sans avoir d'autres occupations et que pendant les vacances ils se voient imposer ou sommer d'apprendre à faire autre chose ou de faire autre chose pour gagner leur vie. Des gens également qui avaient un problème de quota horaire, des gens qui à l'époque on leur imposait 26, 28 heures ou on leur imposait de rester seulement dans un seul établissement. Bref, le mode de fonctionnement qui a régi l'Aspirana au début, même déjà à partir de la dénomination de l'appellation Aspirana, pour des gens qui pour la plupart étaient des vacataires célèbres du haut d'une dizaine d'années d'expérience dans les écoles Célèbres. Bon, célèbres, bon. Pour dire qu'ils étaient déjà connus par beaucoup de promoteurs d'établissements dans le privé, connus également par d'anciens directeurs d'école dans l'ancien système où ils pouvaient avoir des heures et ils faisaient des horaires. Donc pour dire que comme Franck l'a dit, on a dû réajuster, sinon le système de départ n'arrangeait pas. Et je rejoins Franck en disant que c'est une tradition qu'à la veille de chaque rentrée, on parle de primes de rentrée, on parle des émoluments afférents à l'année scolaire, qu'on parle également des différents dus et qu'on parle en retour. L'État aussi exige la préparation, les ateliers. Désormais, depuis 3 ans, je pense, le Conseil national de l'éducation, avec ses rencontres, le séminaire préparatoire de la rentrée, pour faire le bilan de l'année dernière et faire les projections, les ateliers spécifiques. Par exemple, cette année, ils ont commencé un atelier déjà sur la qualité, le contrôle de la qualité. Donc, bref, c'est tout normal, c'est une tradition, mais c'est également des problèmes qui ressurgissent chaque année qu'il faut ramener. On a toujours, en tout cas, les enseignants qui maugraient, comme je le dis, chaque fois que la rentrée pointe
Mais il n'y a pas que les agents aspirants au métier de l'enseignement qui sont un peu dans l'attentisme. Il y a aussi que, et d'ailleurs on a suivi à ce propos le secrétaire général de la COSI Bénin pour attirer l'attention sur ce qu'il appelait le saucissonnage, je dois dire, des primes de rentrée. Et là encore, on est face à une situation qu'on connaît, les affaires de primes à la rentrée. Justement, vous savez, ça grognait et ça boudait, ça menaçait de ne pas démarrer l'année scolaire des années antérieures. Donc, c'est déjà un pas que je commence par reconnaître que cette année, on ne parle plus de sans primes, on ne va pas à l'école, mais nous voulons nos primes dans leur entièreté. Nous ne voulons pas qu'elles soient saucissonnées. C'est déjà un pas. Mais je ne sais pas ce que ça coûte à l'État de ne pas faire des prévisions tout aussi importantes. On sait que la rentrée à la mi-septembre est une effectivité tous les ans durant. Et que l'État, quel qu'il soit, très fort militairement ou du haut de plusieurs antiballes comme Assimi Goïta au Mali, quand il est incapable de faire démarrer l'année scolaire aux apprenants, d'assurer l'éducation, a failli. C'est un des principaux critères d'évaluation de l'effectivité de l'État, la santé, l'éducation dans un État. Donc, parce qu'on sait qu'à la mi-septembre, tous les enseignants, les centrales syndicales demanderont, exigeront leurs primes, ça nous coûte quoi de planifier? Oui, c'est trop facile. Donner. L'État, ça ne vend pas. L'État, ça ne fait pas de commerce. Mais l'État, ça collecte les taxes. Oui. C'est la puissance publique. Exactement. Et l'État, ça ne peut pas aussi prévoir, par exemple, qu'il pourrait avoir une crise au Niger avec un blocage qui pourrait créer des pertes je dois dire la mobilisation aussi des ressources. Donc, il faut réajuster constamment. Justement, c'est pour ça qu'il y a des lois de règlement à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a des lois pour réajuster le budget national. On sait que les prévisions en matière de dépenses et de recettes pour un État dans la loi de finances ne peuvent pas être exhaustives et que au fil du temps, il faut des réajustements à chaque niveau. Et moi, je pense que la conjoncture économique, pourquoi la planification existe en économie? Pourquoi en économétrie on se projette? Pourquoi la prospection existe? Et je crois que les DEPAF ont désormais la compétence aussi de faire de la prospective. Comment est-ce que on se prépare au choc? Et pour moi, ces dépenses sont incompressibles. Les dépenses liées à la rentrée scolaire. Et moi, je vais demander également aux enseignants de savoir raison garder. Oui, saucissonnage, mais si le saucissonnage fait le 3/4, on peut commencer par prendre déjà les saucissonnage, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas payer. On va payer, mais peut-être qu'on va payer d'une manière totalement différente de celle qu'on connaissait par le passé. Donc, on ne devrait pas en faire une histoire. Oui, le nerf de la guerre, vous n'allez jamais, vous allez aux quatre coins du monde lorsqu'il s'agit des intérêts. Vous n'allez pas demander aux gens de se taire, surtout lorsque ça porte sur des aspects pécuniaires. Je pense que c'est de leur droit, ces syndicalistes, de pouvoir demander qu'on leur donne les primes là en l'état, tout dans une enveloppe, qu'on dise que, écoutez, j'ai eu mon argent, je peux faire. Parce que n'oubliez pas, c'est des parents d'élèves également qui doivent préparer la rentrée, qui doivent s'acheter des vêtements. Il ne faut pas revenir devant les enfants avec les vieilles chemises, on va dire. Les bombas blanchis par le temps et le voilà, les fesses presque aperçues lorsque vous voyez l'enseignant vous faire dos. Donc c'est pour tout cela que moi je pense qu'il faut leur donner les primes de façon compacte. Maintenant, si ça n'existe pas, si l'État a peut-être autre chose à faire en cette période et paye un peu, bon, on peut s'appeler, s'écouter, s'entendre. Oui, mais l'éducation, c'est une priorité. Il ne peut pas avoir une priorité autre que l'éducation, non? Surtout quand on n'est pas en guerre, quand on n'est pas, je dois dire, en insécurité, une situation catastrophique. L'éducation doit être une priorité. On peut même couper sur le salaire, je peux dire n'importe quoi, sur le salaire des politiciens et payer les enseignants. Oui, c'est l'idéal. Hein, c'est l'idéal. Et lorsque vous allez le faire, les politiciens aussi vont commencer par bouder, par crier aussi. Mais leur boud ne dira pas l'avenir des enfants. Ils vont bouder aussi. Et eux, ils ont de quoi subsister, eux, au moment où on leur coupe juste un peu, parce qu'ils en ont vraiment à une certaine taille. Ils sont parents d'élèves. Et qui ne manquent pas du charge, ils n'envoient pas leurs enfants dans l'établissement. Moi, j'ai mis ma fille à 25 000 l'année, par exemple. Voilà. Et donc, ils ont besoin aussi d'assurer un peu les besoins de leur famille. C'est pour dire que dans ces conditions, il faudrait que dans les échanges qui précèdent la rentrée, que le gouvernement échange avec les enseignants
pour leur expliquer pourquoi c'est ainsi. Lorsque la communication manque, eh bien, on assiste à ces sorties, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Nous avons encore 3 semaines devant nous. Peut-être qu'avant ça, le gouvernement peut agir. Les ministres vont reprendre bientôt. Ils vont se retrouver en conseil des ministres, je crois, le 4 ou la semaine prochaine. Donc, il faut se pencher sur ces questions-là et éviter que les enseignants, le monde éducatif commencent la rentrée avec un moral bas. Je pense que le gouvernement prendra la mesure de la situation. C'est la question que j'allais vous poser. Hein. Comment entrevoyez-vous la rentrée? Et j'allais commencer à répondre moi-même. De toute façon, on n'aura pas de grève. Oui, il n'y aura pas de grève. Depuis un certain nombre d'années, c'est rangé au passé. C'est un acquis, même si c'est au prix des libertés fondamentales du droit d'association. Maintenant, il faut dire qu'il n'y aura pas de grève, mais est-ce que les parents seront au rendez-vous les premiers jours? Moi, ce volet social m'importe beaucoup parce que si vous observez bien, quand on sort de Canal 3 et qu'on est au bord de la voie, vous voyez de plus en plus de personnes qui, toutes seules sur le moto, parlent. Ce monologue est un peu plus récurrent. Ils sont au téléphone, c'est ça? Pas au téléphone, ils sont tout seuls. Ah ouais. Ils marchent et ils parlent. Ils marchent, ils parlent, parfois ils sont en moto. C'est quoi, c'est des philosophes? C'est la philosophie de la rentrée qui commence. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Vous voyez, des parents un peu plus inquiets. Et vous savez, une scène m'a interpellé avant-hier. Une ménagère, je ne veux pas dire analphabète, mais qui n'a pas fait l'école, mais qui connaît le 18 septembre par cœur. Elle sait prononcer 18, elle sait prononcer septembre. Je ne sais pas comment est-ce que... Je ne sais pas si c'est un traumatisme, mais pour dire que... je crois que c'est les médias qui l'ont aidé. Vous savez, on parle beaucoup, hein, donc ça permet de graver dans la tête. Peut-être, ouais. Mais pour faire plus sérieux, vous savez, il y a la condition sociale dans laquelle l'année commence. La vie, elle est chère au Bénin. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas à se cacher derrière le bout de son doigt. Aujourd'hui, des produits les plus basiques et élémentaires, à ceux de confort, ceux d'aisance, ceux de caprice, de modestie, il y a inflation. Il y a que, bon, les chiffres sur l'inflation ne sont pas forcément à la portée de tous au Bénin actuellement, mais il y a que nos bourses sont secouées. Les bourses des Béninois modestes et en deçà de la modestie sont secouées. Comment est-ce que les parents commencent à rentrer? Nous, c'est notre job que de faire le tour des centres, de voir l'ambiance. Actuellement, c'est lettre morte. Actuellement, cela ne vit pas encore. Ça fait demande de prix, ça fait des feuilles de liste de fournitures du privé. Vous les connaissez. Pendant de pareilles circonstances, ils dressent des outils de thèse de doctorat pour les apprenants et les parents font le tour des stands avec et pour demander les prix pour la plupart. Et moi, c'est vraiment le volet qui moi m'inquiète cette année. N'oubliez pas également le cas des AME, je reviens là-dessus, qui attendent le miracle du reversement en tant qu'agent contractuel de droit public de l'État cette année, parce qu'ils se disent, pour ceux qui sont recrutés en 2020, 2021, si je ne m'abuse, qui ont espéré, après les différentes étapes en tant qu'aspirants au métier de l'enseignant, qui ont espéré aujourd'hui pouvoir entrer, qui espèrent du moins, pouvoir entrer dans la fonction publique, ils ont un grand espoir aussi de ce côté-là. Donc, bref, la rentrée, oui, sereinement dans le dispositif éducatif, mais du côté social, avec beaucoup de réserves. Oui, non, moi, je dois, sans fausse modestie, je dois avouer que ces dernières années, nous avons de plus en plus des mesures qui sont prises en anticipation, des mesures qui sont prises pour que la rentrée se déroule bien. C'est déjà... quoi qu'on dise, qu'on démarre la rentrée sans gréver. Je me rappelle, il fut des années où, même les premiers jours de la rentrée, on nous disait de rester chez vous parce que les enseignants ne sont pas encore satisfaits. Je crois qu'on a résolu ce problème-là, même s'il y a des choses à redire là-dessus. Je pense que nous faisons une erreur, tous autant que nous sommes, nous ne nous préparons pas assez. Vous savez, la rentrée, les vacances, pardon, autant pour moi, ont duré 2 mois. Nous, en tant que parents, nous ne prenons pas suffisamment le temps de régler les problèmes étape par étape. On ne se prépare pas, on ne cotise jamais pour ça, mais on est prêt peut-être à cotiser pour acheter les pagnes de cérémonie au village et tout. Sinon, qu'est-ce qui nous empêche d'acheter, par exemple, un paquet de cahiers, de le déposer, un paquet de bics, de le déposer, mais on attend la veille de la rentrée, on commence par réfléchir, on commence par
comme l'a dit Tanguy, pas parler seul, pas philosopher sur la route, pas être nerveux, et on se crée des tas de problèmes. On est très irascible, hein, oui. à la veille de la retraite. On gonne l'enfant comme s'il a eu tort de passer en classe supérieure. Parce que si vous avez des enfants dans le privé, déjà, les premiers salaires que vous recevez, quand les enfants partent en vacances, il faut réserver une partie. Mais on se dit, demain sera bon. Demain, là, quelque chose de miracle. Urgences, vous ne comprenez pas. On doit pouvoir s'organiser. On doit pouvoir s'organiser. Et quand vous prenez le premier salaire, dès que les enfants vont en vacances. C'est le ravitaillement. D'abord ça, il y a ça. Il y a que quand ils sont en vacances, leur ration alimentaire quotidienne se décuple. C'est des gens qui mangent à longueur de journée, même quand vous mettez toutes les précautions et toute la veille qu'il faut. Et on se demande même s'il ne faut pas prendre la garde républicaine ou la police républicaine pour veiller sur, je dois dire, les produits alimentaires à la maison, parce qu'ils mangent tout le temps. Ouais. Et non seulement ils mangent tout le temps, mais les factures d'électricité et d'eau, ça gonfle. Ils sont devant la télévision. Ils sont devant la télé toute la journée, vous êtes au boulot, vous ne pouvez pas surveiller tout cela. Alors, tout cela fait que on a comme l'impression que le salaire, ce n'est pas comme si, ils étaient... on pouvait prendre une partie dedans et... Non, mais on peut toujours réserver quelque chose pour la rentrée. Parce que ça nous soulage. Vous allez voir la veille de... Vous allez voir la veille de des fêtes de fin d'année. On se plaint comme jamais. On se plaint toujours. Alors que les fêtes, déjà le 1er janvier de l'année... que vous avez entamé, vous savez qu'il y a fête en décembre et le 1er janvier. Donc, la poche vide n'a pas assez conscience des dates. Elle connaît par cœur, elle décompte, mais impuissante. Je suis sûr que William, dans toute sa jeunesse, lorsque un billet de 10 000 francs échoue dans sa poche, il veut d'abord s'acheter une belle chemise, s'acheter pour se rendre. Merci pour le procès ouvert, Franck. Non, mais avant de changer de sujet rapidement, Tanguy, n'oublions pas ce côté qui est en train de m'échapper là pour l'année scolaire. Bon, j'y reviens sûrement. Ça va échapper. Je crois que Franck vous a eu. Hein, oui. Alors qu'il a des jeunes frères à supporter. Hein. Mais je crois qu'il le fait. C'est une obligation. Oui. Il faut apprendre à cotiser pour la rentrée, déposer quelque chose. Merci à Franck qui est prêt pour la rentrée. On va rentrer dans les tontines, même si c'est interdit au Bénin désormais. On va faire les atogba ou bien les azomengbe. Ouais. Comme ça pour... Rentrer, si vous voulez. Bon, rentrer, c'est encore mieux pour y arriver. Allez, on a parlé hier de la situation sécuritaire et l'alerte rouge concernant l'inondation dans certaines communes du Bénin. Le communiqué du ministère de l'Intérieur commence par passer en boucle déjà. Et dans les différents ateliers de préparation de la rentrée, la situation est évoquée. Pas sûr que tous les enfants béninois commencent à rentrer dans la même sérénité. Et nous craignons les inondations cycliques. Nous craignons les inondations qui rendent certaines écoles inaccessibles jusqu'à la mi-octobre, parfois même début novembre. Donc, il y a cette alerte et nous prions les autorités en charge de la sécurité, en charge des catastrophes et de il y a une agence pour ça. Protection civile, c'est l'expression que je voulais, pour prendre leurs dispositions. Tout à fait. Allez, hier, on faisait donc nos échanges par ici au sujet de la cherté de la vie. On a dit 2 mots au sujet du gaz qui a pris du prix, qui s'est envolé. Hein. Et les cadres des ministères sont sortis des bureaux pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Conséquence et résultat, c'est que quelques magasins ont été fermés. Réaction? Je suis tombé sur un reportage hier d'une radio qui a surpris des Béninois qui étaient en liesse, impuissants devant une station-service dont je ne veux pas donner le nom de la marque et qui ont recouru au service de la direction générale du commerce et des agents sont descendus vraiment de façon inopinée sans qu'ils ne l'espèrent. Hein. Et pendant qu'ils étaient encore présents, il y a la direction générale du commerce qui est venue, qui a interpellé les agents de la station qui, en retour, ont fait appel à leurs responsables. Il y a eu des discussions et quelques heures après, ils ont pu avoir le gaz domestique au prix fixé. Sérieusement? Sérieusement. C'est à Cotonou, ça? Justement, c'est sur la radio nationale. Vous pouvez réécouter le reportage. Et c'était en plein cœur de Cotonou. J'étais quand même un peu sidéré que
on ait cette prompte réaction. Je crois que c'est l'une des raisons qui a fait que pendant la journée, ils ont dû continuer cette randonnée, et comme vous l'avez dit, ils ont mis sous scellé certaines boutiques et ils ont donné des mises en garde. C'est bien, c'est salutaire, et je crois que c'est important pour faire appliquer effectivement le prix. S'il y a un problème qui se pose dans le prix de cession d'un produit avec l'État qui a fixé les montants auxquels il faut céder ces produits, il faut discuter. Il faut discuter avec le gouvernement, il faut poser le problème par les canaux qu'il faut. S'il y a problème et qu'il y a un dialogue dessous, où il y a mutisme du côté de l'exécutif, il faut alerter la presse, il faut alerter l'opinion publique, mais il ne faut pas se taire, comme par le passé pour le ciment, et faire payer le lourd tribut aux populations qui n'ont pas demandé à l'État de fixer un prix et qui n'ont pas les moyens, ça il faut le repréciser, n'ont pas les moyens d'aller au-delà des prix fixés, justement. Je dois dire que ça ne s'est pas passé seulement à Cotonou. Je crois que dans l'Ouémé Plateau, la direction du commerce est descendue. Dans le Mono également, la direction du commerce est descendue. Quelque part par un coup, certainement que ça se fait. Et c'est ce que nous demandons, en fait. Vous voyez, des gens qui sont à Cotonou, qui s'approvisionnent à quelques mètres des points, oui, et qui viennent les jeter dans leur boutique, mais qui font de la surenchère, qui augmentent les prix de façon exagérée. Il y avait de quoi qu'on demande au gouvernement de descendre sur le terrain. Et c'est important, moi, c'est salutaire. Descendre sur le terrain et demander, parce que le gouvernement, c'est la force publique. On ne peut pas aller au-delà de ce que le gouvernement demande de faire. Et moi, je pense que cette prompte réaction, ça va nous soulager, ça va amener les populations à vivre, à moins vivre les caprices de ces revendeurs-là, de ces commerçants véreux qui augmentent les prix comme cela leur chante. Et désormais, on saura que si nous ne faisons pas bien, il y a la force publique qui doit descendre. C'est bien qu'on les ferme, mais il faut également les ramener à l'ordre. Il ne faudrait pas qu'on ferme peut-être indéfiniment, les ramener à l'ordre et continuer surtout. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un incident ou qu'il y ait ce genre de situation qu'on crie beaucoup avant de descendre. Moi, je pense que la réaction, elle est bonne, et le ministère du Commerce doit pouvoir continuer dans ce sens pour que les populations ne subissent plus ces lois que les hommes ces commerçants nous font subir au quotidien. Parce que, comme l'a dit William, c'est compliqué pour des gens qui doivent utiliser que le gaz, qui ne peuvent pas. Il y a des appartements ou des locations, par exemple, où vous ne pouvez pas utiliser le charbon. C'est tellement... Il y a des propriétaires qui mettent même dans le contrat que c'est interdit. Il ne faut pas utiliser le charbon. Donc, pour ceux-là... D'ailleurs, même c'est pas déconseillé, puisque ça détruit la nature. C'est une vraie galère. Et donc, il faut réguler en permanence le marché. Moi, j'ai quelques réflexions au sujet de cette situation-là. D'abord, pourquoi faut-il forcément attendre qu'une presse lance l'alerte avant de réagir aussi promptement? Moi, je suis vraiment peiné qu'on n'ait pas, au niveau de l'État, un dispositif de veille permanente qui assure justement, je dois dire, la continuité du service à quelque niveau qu'il soit, afin de permettre aux populations de bien veiller. Parce que les gens, ils ne vendent pas sous cap, ils ne mettent pas les bonbons de gaz sous les selles pour les vendre, ils mettent ça au bord de la voie. Et donc c'est public, il doit y avoir forcément un mécanisme. Non, mais tous n'affichent pas, contrôler. Et justement, le contrôle y a exigé que désormais, le vous prix soit affiché. Voilà les dispositions qu'il faut prendre. Au-delà de ça, il faut quand même une équipe permanente de veille. Il doit y avoir un système de renseignement forcé. Le ministère ne peut pas attendre d'abord d'écouter les médias avant de savoir ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est ma première réaction par rapport à ça. C'est bien, vous l'aviez dit déjà, ils ont fermé certaines boutiques, certains magasins, et après le départ. Il y a eu des convocations pour la plupart hier. Parce que moi j'exige, et ça c'est avec beaucoup de fermeté, j'exige que ceux qui ont vendu le gaz au prix pendant autant de temps puissent rembourser les sous. Il faut trouver un moyen de rendre justice à cette population qu'on a escroquée. C'est quoi? Le trésor public est là pour engager les sous. On peut savoir quel est le stock qu'ils ont vendu et pendant combien de temps ils les ont écoulés, à quel prix ils les ont écoulés. Il faut qu'ils rendent compte. On a parlé de la rentrée tout à l'heure et on a estimé que les caisses de l'État étaient éprouvées comme elles le sont.
d'amener les trucs au bord de c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Et on doit faire rendre gauche ces gens-là qui ont encaissé comme ça facilement les sous des pauvres populations. C'est toujours nous les pauvres populations qu'on escroque. Hein. Vous êtes pauvre population? Bon, pour le moment, expliquez-moi votre question. Non, il n'est pas pauvre population. Nous le sommes parce que nous utilisons les fagots de bois. Et le charbon de bois. Je crois que le ministère du cadre de vie devrait faire une descente chez vous pour vous apprendre à respecter la nature en utilisant justement le gaz, même si il peut être hors prix. Désormais, on va manger nos yams tout cru avec les patates et le riz. Le riz, peut-être on peut le délayer, non? Le délayer, le riz? Oui, mais ça, on n'a pas le gaz pour le préparer. Bon, 3 jours avant, peut-être. Vous savez que même préparer, le riz prend du temps pour digérer. Si vous vous amusez encore à le délayer, c'est avoir si on n'a pas le gaz et qu'on ne peut pas aller couper de bois pour préparer le riz, on nous demande de le délayer. Alors, allez les gars, on va fermer ces discussions. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer... Ah non, on ne va pas marquer de pause. Hein. On va passer à la rubrique qui suit. C'est Immersion avec Ouliette Sanoussi qui nous propose une chose assez intéressante, c'est le travail quotidien de Margot Badoussi. Margot Badoussi, c'est une dame qui s'intéresse un peu aux déchets que nous émettons dans la nature, ces résidus de végétaux, de métal et autres qu'elle récupère pour en faire des ustensiles de cuisine, s'il vous plaît. Voici la magie.